Pendant que la quasi-totalité du continent africain tombait sous la domination des puissances européennes, un empire a résisté, un royaume ancien, perché sur les hauts plateaux de la Corne de l'Afrique, guidé par des souverains convaincus que leur indépendance était une question de dignité et de foi. Cet empire, c'est l'Éthiopie. Ni les Britanniques, ni les Français, pas même les Italiens pourtant déterminés, n'ont réussi à la soumettre durablement. Son histoire est celle d'une résistance politique, religieuse et militaire unique en Afrique. De l'Antiquité à l'ère moderne, l'Éthiopie a traversé les siècles en gardant son identité, son écriture, sa foi et son drapeau. Mais comment un pays entouré de colonies européennes a-t-il pu préserver sa liberté? Et que représente aujourd'hui cette exception dans l'histoire du continent? Voici l'histoire du seul empire africain que les colonisateurs n'ont jamais réussi à dompter, l'Empire d'Éthiopie. Bien avant que l'Afrique ne soit redessinée par les frontières coloniales, l'Éthiopie possédait déjà une histoire impériale. Sur les hauts plateaux du Nord s'étendait autrefois le royaume d'Aksum, l'un des plus puissants de l'Antiquité africaine. Entre le 1er et le 6e siècle, Aksum contrôlait le commerce entre l'Afrique, l'Arabie et l'Inde. Les rois fabriquaient leur propre monnaie, dominaient la mer Rouge et bâtissaient des obélisques monumentaux, symboles de puissance et de spiritualité. Sous le règne du roi Ezana au VIe siècle, l'Empire adopta officiellement le christianisme, bien avant la plupart des royaumes européens. Cette conversion précoce allait forger une identité religieuse durable. L'Éthiopie devenait un royaume chrétien africain indépendant, entouré de peuples musulmans et païens. Avec le temps, Aksum déclina. Mais l'idée impériale, elle, survécut. Au XIIIe siècle, une nouvelle dynastie monta sur le trône, la dynastie salomonienne. Ses souverains affirmaient descendre du roi Salomon et de la reine de Saba, une légende consignée dans le Kebra Nagast, texte sacré de l'Éthiopie médiévale. Cette croyance donna aux empereurs une légitimité divine. Gouverner l'Éthiopie, c'était prolonger l'œuvre des rois bibliques. Ainsi, du royaume d'Aksum à la dynastie salomonienne, l'Éthiopie s'est construite comme un empire à part, convaincu d'être le gardien d'une mission spirituelle et historique. Un empire fier, retranché dans ses montagnes, prêt à défendre sa foi et son indépendance contre quiconque oserait la menacer. Au XIXe siècle, le monde change. L'Europe industrielle se lance dans la conquête du monde africain. C'est le partage de l'Afrique. Les puissances européennes, réunies à la conférence de Berlin en 1884, découpent le continent selon leurs intérêts. Mais au cœur de la Corne de l'Afrique, un empire se dresse encore, l'Éthiopie. L'empereur Ménélik II monte sur le trône en 1889 et comprend que le danger est proche. À sa frontière nord, une nouvelle puissance coloniale tente d'avancer, l'Italie. Installée sur la côte de la mer Rouge, elle vient de créer la colonie d'Érythrée et rêve d'étendre son contrôle vers l'intérieur du pays. Les Italiens proposent alors un traité d'amitié, le traité de Hullache, signé en 1889. Dans la version italienne du texte, une phrase affirme que l'Éthiopie doit confier sa politique étrangère à l'Italie, la plaçant de fait sous protectorat. Dans la version amharique, cette phrase n'existe plus. Ménélik refuse catégoriquement d'être traité comme un vassal. La tension monte, l'affrontement devient inévitable. Conscient du danger, Ménélik II modernise son empire. Il réforme l'armée, construit des routes, crée des réserves alimentaires et surtout achète des armes modernes auprès des Européens en jouant habilement de leur rivalité. Des fusils français, des canons russes et des munitions britanniques alimentent peu à peu les entrepôts royaux. Pendant ce temps, la reine Taïtou Betoul, son épouse, s'impose comme une stratège et une figure politique respectée. Elle encourage la résistance et rassemble les chefs régionaux autour du trône.
Pour la première fois depuis des siècles, l'Éthiopie parle d'une seule voix face à l'envahisseur. Le 1er mars 1896, au nord de l'Éthiopie, les armées de Ménélik II et de Taïtou Bétoul se préparent à affronter l'une des puissances européennes les plus ambitieuses du moment, l'Italie. Depuis plusieurs mois, les troupes italiennes ont franchi la frontière depuis l'Érythrée, persuadées d'une victoire rapide. Leur commandant, le général Baratieri, dispose de près de 17 000 soldats, bien équipés mais mal renseignés sur le terrain. En face, l'armée éthiopienne compte plus de 100 000 hommes rassemblés de toutes les régions de l'Empire. Des paysans, des nobles, des prêtres, unis pour défendre la liberté de leurs terres. Les forces italiennes, mal guidées dans les montagnes d'Adwa, se retrouvent dispersées. À l'aube, Ménélik ordonne l'assaut. Les divisions éthiopiennes encerclent l'ennemi. Sous la direction de la reine Taïtou, les troupes venues du nord coupent les lignes de ravitaillement et harcèlent l'arrière-garde italienne. Après plusieurs heures de combats acharnés, l'armée italienne est totalement écrasée. Plus de 7 000 morts, des milliers de prisonniers. C'est une déroute complète pour une armée européenne moderne. La victoire d'Adwa bouleverse le monde. En Europe, c'est un choc. Un pays africain vient de vaincre une puissance coloniale. En Afrique, c'est une source d'inspiration. Des intellectuels noirs, des leaders indépendantistes, des artistes verront dans cette bataille la preuve que la domination européenne n'est pas une fatalité. Partout, le nom d'Adwa devient symbole de fierté et de résistance. Après la défaite, l'Italie est contrainte de signer le traité d'Addis-Abeba, reconnaissant l'indépendance totale de l'Éthiopie. Ménélik II devient alors l'un des dirigeants les plus respectés du monde africain et l'Éthiopie le seul empire libre du continent à l'ère de la colonisation. 40 ans après la victoire d'Adwa, l'ombre de l'Italie plane de nouveau sur les montagnes d'Éthiopie. À Rome, un nouvel homme a pris le pouvoir, Benito Mussolini. Son rêve est clair, bâtir un empire colonial à la gloire de l'Italie fasciste et effacer l'humiliation d'Adwa. En octobre 1935, sans déclaration de guerre, les troupes italiennes envahissent l'Éthiopie depuis l'Érythrée au nord et la Somalie italienne au sud. Cette fois, la guerre n'a rien d'équitable. L'armée italienne aligne plus de 400 000 soldats appuyés par l'aviation, les chars et surtout des armes chimiques. Les troupes éthiopiennes, courageuses mais mal équipées, résistent avec des fusils anciens et une foi inébranlable. Les Italiens bombardent les villages, les hôpitaux, les troupeaux. Les gaz toxiques sont utilisés à grande échelle en violation du droit international. La capitale, Addis-Abeba, tombe le 5 mai 1936. L'empereur Haïlé Sélassié Ier, couronné quelques années plus tôt sous le titre de Lion de Juda, est contraint de s'exiler. Devant la Société des Nations, à Genève, il prononce un discours historique. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ce sera vous. Un appel à l'aide et à la justice qui restera sans réponse. Les puissances européennes préfèrent détourner le regard plutôt que d'affronter Mussolini. L'Éthiopie est alors annexée à l'Afrique orientale italienne, réunissant l'Érythrée, la Somalie et l'Éthiopie sous un même drapeau fasciste. Mais la domination italienne ne sera jamais totale. Dans les montagnes et les campagnes, les résistants éthiopiens poursuivent la lutte. Ils sabotent les lignes ennemies, attaquent les convois et maintiennent vivante l'idée d'une Éthiopie libre. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, le rapport de force change. Les troupes britanniques, soutenues par les résistants éthiopiens, lancent une offensive depuis le Soudan. Puis en mai 1941, après 5 ans d'années d'occupation, Haïlé Sélassié fait son retour triomphal à Addis-Abeba. L'empereur reprend son trône, acclamé par un peuple meurtri mais debout. L'Italie, une fois de plus, est vaincue sur la terre d'Éthiopie. Cette reconquête marque la fin de l'unique tentative réussie de colonisation du pays. L'Éthiopie redevient un symbole de résilience, de souveraineté et de fierté africaine. Son drapeau vert, jaune et rouge flottera désormais comme un signe de liberté, inspirant les mouvements indépendantistes du continent tout entier. Lorsqu'Haïlé Sélassié reprend le trône en 1941, l'Éthiopie est libre mais profondément marquée. L'empereur s'engage alors dans une vaste entreprise de modernisation.
Il réforme l'éducation, introduit une nouvelle constitution en 1955 et cherche à faire de son pays une nation moderne capable de rivaliser avec le reste du monde. Addis Abeba devient un symbole de renouveau africain. Sous son règne, l'Éthiopie rejoint les Nations Unies puis joue un rôle central dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Haïlé Sélassié en devient l'un des principaux artisans. Son pays, jamais colonisé, devient le lieu où les peuples africains viennent rêver de liberté. C'est aussi à Addis Abeba que s'installe le siège de l'Union africaine, preuve durable de cette influence. Mais l'Empire n'est pas sans fragilité. Malgré ces réformes, l'Éthiopie reste marquée par de fortes inégalités, car la noblesse détient les terres, tandis que les paysans vivent souvent dans la pauvreté. La famine, la répression et les tensions sociales alimentent la colère. En 1974, un groupe d'officiers renverse le régime impérial. C'est la fin de la monarchie millénaire. Haïlé Sélassié est arrêté, puis meurt en détention l'année suivante. L'Empire d'Éthiopie, né plus de 7 siècles plus tôt, disparaît officiellement, mais son héritage, lui, perdure. Dans le monde noir, Haïlé Sélassié devient une figure spirituelle pour le mouvement rastafarien, symbole de résistance et d'identité africaine. Et pour tout le continent, l'Éthiopie demeure un modèle, celui d'un peuple qui n'a jamais accepté la servitude. Aujourd'hui encore, le drapeau vert, jaune et rouge flotte comme un rappel de cette victoire sur l'histoire. L'histoire d'un pays qui, à travers les siècles, a prouvé que la liberté n'était pas un privilège, mais une conquête.